bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir le street artiste français Joe Dibona sur les bons conseils de Mosiman dont il a réalisé l'Iconic Studio. Inventeur du pop graffiti, Joe Dibona a une carrière qui en ferait pas lire plus d'un. L'un des premiers street artistes au monde à faire son entrée aux Nations Unies, ambassadeur des volontaires durant les JO 2024, sur la couve du New York Times, l'un des 25 street artistes mondiaux représentés chaque année dans le guide de l'art contemporain urbain, vraiment la bible du métier. The list goes on. Seulement voilà, avant de trouver sa voie et même de s'en frayer une nouvelle avec le pop graffiti, Joe Dibona a mis du temps à se trouver. Explication. Hello, hello! Salut Paulette! Est-ce que tu peux me raconter, toi, les premières années où tu fais du graffiti, à l'époque, pas tout à fait légal, si j'ai bien compris? Ouais, alors moi j'ai commencé le graffiti illégal, je pense que c'est un petit côté rébellion quand même par rapport à la famille, par rapport à mes parents qui souhaitaient vraiment quelque chose de entre guillemets normal pour moi avec une carrière préétablie, pourquoi pas kinésithérapeute ou je sais pas quoi. On a tous les mêmes parents, je crois. Voilà, c'est bien résumé. Donc voilà, je me retrouve en fait un peu sur une voie de garage parce qu'on voulait plus de moi nulle part. Ça, c'était après le collège. J'avais avertissement de conduite, avertissement de travail. Je passais ma vie dans la rue avec les copains. J'ai grandi dans le 9-3, donc il y avait vraiment une proximité avec tout ce qui se faisait justement de rue, c'est-à-dire skateboard. J'ai la chance d'avoir grandi dans une petite rue où j'avais un peu comme un grand frère qui s'appelle Anthony et qui nous a tout ramené. Donc lui, il était un petit peu plus âgé, il nous a ramené la culture hip-hop, il nous a ramené tout ça. Génial. Donc nos parents nous appelaient les sirops de la rue. On passait notre vie dehors et puis là le graffiti est arrivé vraiment un peu comme le rap à l'époque. On était vraiment dans les premiers à écouter du rap à l'époque. Personne n'écoutait ça et tu devais être le cool kid du quartier, non? Cool avec mes potes, oui. Pour les gens, je pense pas parce qu'on était un peu considérés un petit peu comme des vermines quand même parce qu'on faisait beaucoup de bruit avec le skateboard. Les voisins, ils appelaient la police tout le temps dès qu'ils nous voyaient faire un graffiti parce que parfois ils nous voyaient, etc. Donc voilà, c'est arrivé un petit peu comme ça le graffiti dans cette culture hip-hop qui est large en fait, mais qui pour nous était toute nouvelle. Aujourd'hui, c'est vrai que pour les gens, le rap, c'est presque la variété d'aujourd'hui. Nous, à l'époque, il y avait ce côté un peu, c'était pas du tout mainstream, quoi. C'était vraiment la culture underground et tout ce qui était underground nous passionnait. Et puis voilà, on a commencé je devais avoir 13-14 ans, ce fameux Anthony a amené la première bombe de peinture. Il a dit choisissez-vous un blaze. Donc on s'est dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc on a commencé à se prendre des pseudos et tout. Moi j'ai pris le pseudo Anoz, A-N-O-Z-E parce que ça s'écrivait vite et facilement. J'aimais bien les lettres. Et on a commencé à taguer un peu partout et à avoir cette adrénaline parce que évidemment il y a eu la police qui nous coursait, etc. Donc c'est marrant, c'était la question que j'allais te poser sur cette sensation d'adrénaline parce que j'imagine que c'est inhérent à l'art que tu es en train de créer, l'urgence, la volonté de faire un dessin qui est un peu différent, qui se démarque, la trouille aussi de se faire choper. Ça fait partie du kiff, non? Oui, complètement. C'est vrai qu'on allait rechercher quelque chose et on vivait des choses tellement fortes qu'après retourner en classe avec des élèves, avec une professeure gentille qui nous disait on va faire une équation au second degré, ça nous paraissait tellement nul. Enfin, il y avait pas de sensation, il se passait rien en fait en cours que j'étais dissipé, turbulent. Et c'est vrai que on vivait ces choses vraiment très très fortes. C'est-à-dire que moi, ça m'est arrivé d'avoir 11-12 policiers aux fesses qui me couraient derrière pendant des nuits entières. C'est-à-dire que moi, je taguais, ils me cherchaient et j'ai commencé à voir que les gens me reconnaissaient. C'est-à-dire que dans mon quartier, dans le 93, les gens commençaient à dire mais c'est qui ce mec-là? On en voit partout. Et ça, je devais avoir peut-être 16 ans. J'étais vraiment gamin. C'était un peu avant de rentrer au lycée. Et je commençais à vraiment cartonner. Je me suis mis, attends, dans le bus, j'entends parler de moi, quoi. Je prenais mon bus pour aller à l'école, j'entendais, ouais, t'as vu le mec, il a fait ce graphe-là, il a fait ce graphe. Donc, il y avait l'adrénaline la nuit et il y avait la jouissance un peu le jour voilà, ça flattait aussi l'ego parce que après, je touchais des initiés, mais c'est vrai que
de toucher les gens des cités voisines, etc. Des crews concurrents aussi, parce qu'on avait des crews, on se mettait en équipe et tout. Ouais, c'est vraiment à l'américaine. Hein. C'est trop... Complètement. Ouais. À 16 ans, tu te dis quoi? À quoi va ressembler ton futur? Est-ce que tu réfléchis à ce que tu as envie de potentiellement faire plus tard? Est-ce que c'est vraiment pas un sujet? Tu te rappelles de cette période-là? Alors complètement, en fait, j'ai su dès petit, mais pas à 16 ans, bien avant. Je vais pas dire dès que je suis né, mais je savais que je serais artiste et que j'avais pas le choix. Ok. Que ce que me proposait la société, c'était absolument pas pour moi. Ça ne m'intéressait pas et je m'y faisais, je suis désolé de le dire, mais profondément chier. J'aime pas cette expression, mais c'était vraiment le cas à l'époque. C'est vraiment ce que je ressentais à l'époque que je retranscris ici avec un langage un peu cru, mais c'était ça. C'était dans tes tripes, quoi, tout simplement. C'est complètement ça. C'était vraiment intrinsèquement lié à qui j'étais, à ce que je ressentais. J'avais quelque chose qui bouillonnait à l'intérieur. Et donc, pour continuer un petit peu sur ta question, et puis je me retrouve en fait en art plastique à l'âge de 16 ans, donc dans un lycée de banlieue parisienne et en section A3. Que ma mère avait trouvé parce qu'en fait, on ne voulait de moi de nulle part. Toi, avec cette volonté de devenir artiste, tu le sais. Est-ce que tu as déjà un art prédéfini ou alors est-ce que tu es un peu en pleine exploration? À ce moment-là, en fait, j'ai envie de graffiti forcément parce que il y a la sensation de l'aérosol. C'était un peu magique de voir ces traits qui s'étalaient comme ça sur les murs. Puis on commençait à développer ça avec passer du tag au gros lettrage avec des couleurs. Voilà. En plus, déjà à l'époque, on me disait que c'était que mes couleurs étaient géniales. Je commençais à les mélanger, évidemment à m'inspirer de tout ce qui venait des États-Unis, de Futura 2000, de gens comme ça. Et ma mère me trouve cette voie de garage. Donc je dis vraiment que c'est une voie de garage parce qu'on voulait de moi nulle part. J'avais avertissement de travail et conduite à tous les trimestres de toutes mes années collège, quasiment. Et ma mère, elle me dit, on veut pas de toi dans aucun lycée on va dire pour une seconde normale, et elle trouve donc ce fameux lycée art plastique. Et je dis souvent que grâce à ma mère, pour le coup, je me suis retrouvé dans un endroit fou avec une professeure donc d'art plastique, Claudie Lax, dont je parle dans mon bouquin, que je remercierai jamais assez. Voilà, et ma mère et Claudie Lax. Donc je me retrouve avec que des gens un petit peu comme moi, un peu je vais dire un peu marginaux, et avec des musiciens. Donc c'était art plastique, donc A3 art plastique en seconde. C'était un cursus de 3 ans. Et il y avait le même en musique. Donc là, je me retrouve à l'époque avec notamment Dan Levy, qui a été fondateur et musicien du groupe The Do et compositeur de musique de film, etc. Donc c'est une référence. Donc j'étais avec lui, c'était un de mes meilleurs amis à l'époque. Je me retrouve avec plein de graffeurs dans ma classe. Donc il y avait, enfin quand je dis plein, on était 2-3, ce qui était déjà beaucoup. Bien sûr. Et là, on commence à monter des crews, à faire des aventures tous ensemble. Ah là là, génial. Et notre prof d'art plastique se dit, c'est des gars que j'adore, je vais les emmener à Amsterdam visiter le Rijksmuseum avec les œuvres de Van Gogh, etc. Et là, nous, on a retourné Amsterdam et on était gamins. C'est-à-dire qu'il y avait on a commencé à peindre le métro d'Amsterdam, les Banana Train, qui sont des gros trains jaunes, à taguer devant tout le monde dans la rue, parce qu'à Amsterdam, c'est vrai qu'à l'époque, tout le monde s'en foutait. Et donc, j'ai commencé vraiment mes années lycée comme ça, quoi. Ok, incroyable. Et la musique en fond dans cette école qui commence à t'inspirer de plus en plus? Ah là, tu tapes juste parce que c'est exactement ça. C'est que il y avait ces musiciens dans la classe d'à côté avec qui on allait et eux venaient nous voir. Donc, par exemple, Dan est venu en cours d'art plastique alors qu'il n'y était pas convié, en fait. Il était normalement, il devait rester avec les musiciens. Et il se décide de venir faire, par exemple, un sujet avec nous, donc un sujet noté. Et j'avais adoré ce qu'il avait fait. Je me rappelle, il avait fait un homme à la pipe avec des bouts de fer, des choses comme ça. Donc je me disais, mais c'est génial. Poétique. C'était magnifique, effectivement poétique. Et je me suis dit, si les musiciens peuvent venir nous voir et nous défier, on va aller un peu les défier.
Et dans ma classe, moi, j'avais les frères Alagna, donc David et Federico, qui sont les frères du grand ténor, pardon, Je me rappelle pas de son prénom, mais gna, gna, gna. Roberto, Alagna. pardon, le grand ténor Roberto Alagna. Et j'avais donc les deux frères dans ma classe qui, eux, jouaient de la musique, qui faisaient déjà de la musique avec Dan. Et ils ont dit, bah écoute, Joe, viens à la maison, on fera de la musique ensemble, on te montrera ce que c'est. Moi, j'ai été vraiment néophyte. Et là, je me rappellerai toujours, il branche une guitare électrique blanche sur un vieil ampli. Et là, j'entends cette gratte qui sonne. Je fais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc d'extraterrestre? Je veux faire ça. Ah ouais, le coup de foudre. Coup de foudre instantané pour ce son. Et je dis, bah voilà, combien vous me vendez ça? Ah ouais? Donc j'avais des petites économies. Je leur ai acheté, bon, pour une bouchée de pain, hein. Et je me suis retrouvé avec une guitare. Je savais absolument pas jouer de guitare. Putain, mais en plus, c'est avant YouTube et avant les... Tu sais, sur YouTube, maintenant, on peut à peu près tout apprendre. Mais à l'époque, t'es avec ta guitare dans ta chambre. Bon. Ouais, c'est ça. Bah voilà. Ouais. Et un accord à What l'époque, next? ouais, c'est un accord coûtait cher. Ça veut dire qu'il fallait vraiment aller le chercher, quoi. Ouais. Tiens, tu peux me montrer, tu sais, l'accord de U2, de Nirvana là. Puis j'ai commencé avec des trucs vraiment basiques à l'époque. Des petits riffs, des petits machins. Je mettais l'ampli à fond, voilà. Et puis après, on a commencé petit à petit à faire des groupes, à échanger. J'avais les mecs de ma rue, j'en avais un qui jouait de la batterie. Je me suis dit, bah vas-y, on va monter un groupe. Mais cette sensation, elle doit être incroyable quand tu commences petit à petit à expérimenter, à réussir à faire un morceau de bout en bout, à rencontrer d'autres mecs avec qui faire de la musique. Mais les frissons, non? Ah, ouais, c'était vraiment magique parce que en fait, dans ma classe, il y avait des gars qui se disaient, bah tiens, on fait du graffiti ensemble, mais tiens, on va acheter un clavier, on va faire et on a commencé à se mélanger. Et voilà, c'était des moments fous parce qu'on pouvait très bien le matin se voir dans la piaule d'un pote et puis l'après-midi aller graffer un train. Donc c'était un peu La liberté totale. ah bah j'ai eu une jeunesse complètement débridée, déjantée et effectivement libre, mais c'était une liberté par contre qu'on payait cher. Bien Parce sûr. que je me suis retrouvé plusieurs fois au commissariat, mes parents ils devenaient dingues, ils savaient pas comment gérer un électron libre comme ça en fait. Ouais, et puis il faut aussi avoir du cran pour aller jusqu'au bout de toutes ces envies comme tu le faisais, tu vois. Il n'y a pas non plus de hasard. Tu trouves une guitare, tu te dis, OK, j'ai envie de jouer. Tu te donnes aussi les moyens de tout ce que tu fais là dans ton histoire. Oui, et puis en plus j'aimais lire, j'aimais plein de choses et j'ai commencé à ce moment-là à écrire et je me suis dit je veux écrire des chansons. Donc c'est vrai que voilà, j'écrivais tout ce qui me passait par la tête, même si c'était mi sol le morceau. Je me suis dit, bah il y en a d'autres qui l'ont fait, pourquoi pas moi. Et puis j'ai commencé comme ça. Après j'ai eu une guitare aussi acoustique et puis voilà. Donc c'était aussi le clash à la maison parce que je sortais la nuit pour aller graffer, mes parents le savaient. Et en même temps c'était aussi le clash parce que je jouais de la guitare plutôt que de faire les leçons. Donc j'écrivais et puis mes parents ne comprenaient pas. J'ai même une fois éclaté une guitare dans un mur d'énervement parce que ma mère venait me déranger alors que je composais un truc qui me plaisait. Donc L'adolescence, punaise. j'étais pas bien. C'est vrai que j'étais pas bien. On va skipper quelques étapes. Mais je trouve que c'est hyper intéressant de comprendre d'où te vient cette passion pour ces deux arts qui finalement vont très bien ensemble. Tu deviens musicien, tu montes un groupe. Est-ce que tu peux me raconter ce groupe-là et cette parenthèse qui va durer quand même 15 ans de ta vie? Bah en fait oui, donc j'écris beaucoup de chansons, j'ai dû en déposer à peu près je sais pas, peut-être 500 en SACEM, peut-être un peu plus à l'époque. Tout ce que j'écrivais, que je composais, je le déposais, etc. Et je me dis là il faut que je fasse quelque chose avec ça. Donc j'avais des potes justement dans la culture hip-hop qui m'ont dit bah tiens tu devrais aller voir il y a un petit gars là, El Pequeño qui habite pas loin de chez toi, il est plus jeune que toi, mais tu devrais aller voir, c'est quelqu'un qui est vraiment remarquable en compo, en arrangement, etc.
Et là, donc, je me décide à le rencontrer. Donc, moi, j'étais pote avec ses frangins qui étaient plus de ma génération. Donc Ouais, donc je rencontre le fameux El Pequeño et donc là, j'arrive dans un studio où il y a que des rappeurs. Il devait être 7-8, tu vois, les mecs ils fument des bédos. Putain, c'est impressionnant ce genre d'atmosphère là, non? Ah, un peu. Moi, Ouais. je me sens un peu gêné. Je me dis qu'est-ce que je fous là avec ma guitare acoustique? Ouais. Je suis pas à ma place. Et moi, je suis impressionné parce qu'il me fait écouter un peu ce qu'ils font avec des grosses prods hip-hop bien lourdes, en Ouais. plus comme je kiffe et tout. Et là, il me dit, bah vas-y, assieds-toi, chante-moi tes chansons. L'enfer. Donc devant tous les rappeurs qui étaient là. Because maybe. C'était un peu ça. Donc je chante mes chansons en mode roue libre. Je me dis, allez, de toute façon, j'ai rien à perdre. Les aisselles trempées. Je les reverrai jamais, ces mecs-là. Et donc je termine et il me dit bah tu peux venir demain qu'on enregistre. Wow. Et là je fais yes, c'est ouf, enfin super. Et Ah bon, ouais. et là on commence et il se décide à faire 2 disques pour moi. Incroyable. Donc où il arrange mes chansons, mais il y a pas encore le groupe. Et au bout d'un moment, on se dit on a sorti 2 disques. On passait à l'époque sur Virgin Radio. Enfin, il y avait des titres qui passaient sur Virgin, Ouais, c'est sur le incroyable. Move, sur WeFM. Enfin, on commençait à avoir des titres. Enfin, mes titres qui commençaient à passer. On s'est dit c'est dommage, on bosse ensemble. On va là pour le coup monter un groupe. Et on a décidé de monter un groupe avec justement des musiciens qui nous rejoignaient souvent en studio. Donc un batteur que j'appréciais beaucoup, qui envoyait du feu de Dieu, un bassiste qui était vraiment très technique, El Pequeño qui lui se mettait au clavier et au backing vocals, et moi qui prenais le lead guitare-voix. Et donc on a monté le groupe Hôtel et on a tenu pendant pas tout à fait 15 ans, mais on a commencé à faire des petites salles, après des salles un peu plus grosses. Et puis on avait vraiment un succès d'estime. Et à l'époque, c'était MySpace qui était un peu le boss des réseaux. Et à l'époque, je me rappelle, il signait les artistes qui avaient 10 000 écoutes sur MySpace. Et à ce moment-là, on devait avoir 100 000 écoutes. Incroyable. Et après, il signait les artistes qui avaient 100 000 écoutes et on en avait plus d'1 million. On a reçu des messages adorables de Marianne James à l'époque qui nous disait j'adore votre groupe, en plus en français c'est courageux. Voilà, donc on avait ce truc là et c'était super quoi. C'est vrai qu'on a quand même réussi à plus ou moins s'entendre parce que c'est très difficile Ouais, malgré c'est clair. tout la vie de groupe. Et Sur voilà. les routes. Surtout, surtout, c'est très compliqué. On était tous très différents. Le batteur était quelqu'un de très très fort techniquement, etc. Mais il était fou aussi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se faisait remarquer partout où on allait. C'était pas forcément. Moi, j'aimais bien avoir une place assez réservée. Et lui était très très exubérant et moi ça me convenait pas vraiment et puis on a eu énormément de clash pendant on va dire ces 10 ans, allez, on va dire 10 ans. Mais c'est logique en plus parce que toi t'arrives avec plein de tempéraments différents, ce sont pas tes potes à la base, c'est des gens qui ont un instrument qui correspond au groupe que vous voulez former, qui ont du talent aussi et on vous met ensemble à devoir créer, donc à être H24 scotché, puis en tournée, puis les festivals, etc., etc. Mais tu te rends compte à quel point c'est intense. Aucun taf dit classique ne t'oblige à être autant les uns sur les autres qu'un groupe de musique, quoi. Ah, c'est vrai, ouais. Et les clashs sont inévitables, je pense. Non, mais c'est vrai ce que tu dis. En plus, on était tous très très différents. Je revois des vidéos là, j'ai montré des vidéos à Amélie justement avec le groupe, etc. Et c'est vrai que on se filmait H24 pour faire des petits épisodes. Déjà à l'époque, c'était plutôt sympa de montrer ça un peu aux gens qui nous suivaient. Et parfois, j'étais très très con aussi, c'est-à-dire que j'étais susceptible, j'étais jaloux aussi. Par exemple, une fois, ils ont composé un titre sans moi pour notre premier album. Et j'étais au bout de ma vie, quoi. Et pourquoi est-ce que tu ressentais ça? Est-ce que tu ressentais une forme d'insécurité, de manque de confiance en toi? Ah bah complètement. Ouais, c'est complètement ça. J'étais pas. C'est marrant, mais je pense que quand on monte sur scène avec une guitare et qu'on chante, on n'a pas forcément confiance en soi. C'est peut-être aussi par rapport à des manques affectifs, à beaucoup de choses comme ça. Et c'est vrai que donc on était
tous différents dans le groupe. Et puis je pense que c'est des garçons que j'ai pu faire souffrir et eux m'ont fait souffrir aussi. Voilà, c'est aussi je dirais un peu le côté parallèle d'une vie en groupe, d'une vie en commun et qui est pas forcément évidente tous les jours. Ça doit entacher, j'imagine, quelques sorties d'albums et quelques tournées quand en coulisses ça se passe comme ça et qu'il y a des frictions. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des moments très difficiles. Il y a eu des moments où on n'est même pas monté sur scène parce qu'on s'est clashé avant. Donc une fois, on a annulé une date. C'était immonde. Enfin, moi, j'ai détesté ce moment. Oui, il y a eu des moments comme ça. Et puis, il y a eu heureusement des moments quand même beaucoup plus joyeux. Et voilà, puis l'essentiel pour nous et pour moi, là je parle pour moi vraiment, c'est peut-être un peu égoïste, mais c'était vraiment le public, de partager avec le public. Et on fait pas ça aussi longtemps s'il n'y a pas un vrai plaisir en réalité à se retrouver, à jouer et à aller à la rencontre du public. Ah bah on a énormément reçu. En tout cas, on a beaucoup reçu et puis je parlais de MySpace tout à l'heure, notamment sur ce réseau où on recevait énormément de bienveillance. Donc c'était tellement bien l'époque MySpace. Ça fait chier, ils ont essayé de le remettre il y a quelques années, il y a plus la même vibe quoi. Ah bah moi j'ai la nostalgie de ça. Ah ouais, pour moi c'était le réseau social par excellence. Où tu sélectionnais ta musique qui montrait ta personnalité quand on arrivait sur ta page, c'était quand même assez classe. Bah oui, et puis ce qui est marrant, c'est que j'en parlais à Moziman. À l'époque, je le connaissais pas personnellement, et sa page MySpace était une référence pour nous, pour le visuel, pour ce qu'il faisait, pour un peu ce qui véhiculait, son image, etc. Et en fait, on s'est beaucoup inspiré parce qu'à l'époque, on fallait le faire avec les petits codes HTML. Si tu voulais le fond de page, le truc, le machin, et à chaque fois, on retournait sur sa page, on se disait mais comment il a fait cet animal-là? Qu'est-ce qui mène à la fin de votre groupe? Il se passe quoi? Alors en fait, ce qui se passe, c'est que on a dans le groupe, en fait, je me suis associé donc avec un des membres du groupe. On a monté un studio d'enregistrement. Donc grâce au studio d'enregistrement, on peut faire de l'alimentaire, on peut se produire nous-mêmes, on peut faire plein de choses. C'est vraiment un outil fabuleux. T'as peut-être plus de liberté aussi avec ton label? Ah bah là on était totale liberté, on faisait plein de choses, ça nous permettait de gagner de l'argent. L'argent on le réinvestissait si on avait besoin d'un micro, si on avait besoin de s'acheter une guitare, un pantalon, n'importe quoi, un t-shirt. Enfin voilà, on faisait notre vie, on était assez libre. Et petit à petit, il y a eu des tensions justement par rapport au studio, par rapport à l'argent. Voilà, c'est un peu compliqué, c'est qu'il y a eu des choses qui moi m'ont vraiment fait souffrir, des choses qui ont été faites un peu par en dessous. J'ai pas trop envie, enfin non, je préfère pas parce que bon, vu que j'ai cité des noms avant, mais voilà, il y a eu des histoires liées à l'argent, liées au comportement aussi. Le bassiste avait sa femme qui était vraiment insupportable. Là, par contre, je l'assume, je le dis. Ouais. Non, ça, je l'assume parce que bon, j'ai pas cité son nom, mais et en fait, elle avait des exigences de star que nous n'avions pas en fait. Yoko Ono, quoi. Complètement. Elle voulait sa loge, elle voulait pouvoir faire ci, faire ça, alors que nous on arrivait, on se mettait derrière le matos, on restait tranquille, on attendait que tout s'installe, on discutait avec les techniciens. Elle se comportait pas bien, je voyais que le bassiste était très mal à ce moment-là. On a eu des clashs aussi parce qu'il a refusé de faire des super dates par rapport à sa femme. Donc ça commençait à devenir très très compliqué. Ouais. Et donc mon associé El Pequeño a commencé aussi à refuser des dates parce que lui préférait faire du studio, moi je préférais faire de la scène. Et bon une des dernières. Vous n'étiez plus en phase du tout. Non, on n'était plus en phase, ça fonctionnait plus. Et puis Amélie, donc que j'ai rencontrée à ce moment-là, qui est ici présente, m'a vu très malheureux, vraiment. Elle m'a vu très malheureux parce que je me mets à sa place, c'est compliqué à rencontrer un garçon donc de 11 ans de plus qu'elle, qui est dans la musique, ça marche plus, c'est un peu compliqué. Et je me dis, bah là, ça commence à être le trou noir parce que qu'est-ce que je représente pour elle ? Ça veut dire que je gagne plus ma vie avec le groupe. Enfin, tout devient très flou pour moi. Tu l'as rencontré vraiment à un moment où tu te sentais dans le noir, dans le fond du fond. Là, c'est un peu ça. Après, je voulais pas trop le montrer non plus parce que
bah quand même, je voulais quand même donner une image quand même, surtout en étant plus âgé qu'elle, voilà, donner une image quand même positive et pas être quand même Bien sûr. dans le larmoiement, etc. Mais elle me voit quand même avec cette rupture qui est presque qui va au-delà j'ai eu une rupture sentimentale avant Amélie en même temps que la rupture avec mon groupe. La rupture avec mon groupe m'a beaucoup plus fait souffrir que la rupture sentimentale d'avec une fille avec qui j'étais depuis 4 ans. Ouais, on en parlait hors micro, c'est un deuil en fait, que tu vis, le deuil d'une vie que tu as rêvé pendant des années aussi. Bah, je touche du doigt un rêve, donc le deuil est vraiment un mot approprié parce que je touche vraiment du doigt quelque chose de magique, vraiment d'exceptionnel. Quand les gens chantent nos chansons, voilà, on a vécu des moments uniques. Je me dis, il faut que ça continue, que ça aille plus loin, plus haut, plus fort. Et là, tout s'arrête. Donc là, pour moi, c'est l'échec complet. C'est, voilà, il y en avait eu d'autres avant, mais là, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment le symbole d'un échec complet, quoi, Et surtout, tu as pris l'habitude de bosser en permanence en groupe et même avant ça, tu étais dans un collectif de street artistes, etc. Il y a toujours cette notion de groupe. Tout d'un coup, qui tu es, toi, solo? C'est la grande question. C'est intéressant, là, ce que tu dis, là. J'ai l'impression, je vais peut-être m'allonger sur le divan pour continuer. Non, mais. Je vais te faire facturer la séance. Bah, ouais. Non, Les mais. 5 premières sont remboursées par la Sécu. Non, mais c'est vraiment, c'est sincère, c'est très intéressant ce que tu dis parce que, effectivement, j'ai la chance d'avoir Amélie, mais que je connais peu, en fait. Mais effectivement, je me retrouve tout seul et je l'ai jamais été. Et ça, c'est mon appréhension ultime. J'ai toujours eu besoin des autres pour avancer. Et là, je me retrouve, j'ai l'impression de faire un saut en parachute, mais de me dire, tiens, bah, j'ai pas de parachute, c'est cool. Voilà. Je sais pas où je vais, je sais pas où je tombe. Et à ce moment-là, en fait, Amélie voit mes dessins de quand j'étais graffeur vandale. Je dessinais beaucoup, je gardais tous ces calepins, tous ces petits trésors secrets que j'avais. Et quand elle les regarde, je vois vraiment ses yeux qui s'allument parce que je sais que par rapport au groupe, elle en avait un peu assez. Souvent, elle me disait, mais attends, vous avez fait quoi là en 3 mois? Vous avez enregistré, on avait fait une reprise de Zazie, Je suis un homme. Enfin, on avait fait que ça et souvent elle me dit, mais c'est quoi vos dates de concert? Si à chaque fois les autres membres refusent les dates et tout, enfin, c'est bon quoi. Il est temps que ça s'arrête. Et c'est vrai qu'elle me disait ça et je lui disais, mais non, mais moi je veux continuer, je peux pas arrêter. Et c'est vrai qu'elle a pris les choses en main à un moment très, très, très stratégique. C'était vraiment un moment, tu vois, mais c'est même difficile pour moi je suis ému, c'est difficile pour moi d'en parler parce que c'est vrai que c'était un moment, j'essaye de pas trop y repenser. Mais si je dois repenser à ce moment, c'est vraiment le moment où j'ai vu son regard face à mes anciennes œuvres, etc. Et je me suis dit, bah, vu qu'elle aime ça, tiens, si je lui faisais un tableau, tiens, je vais lui offrir un tableau. Elle aime aller à des expos, elle aime mes vieux dessins, elle aime ce côté graffiti, ce mélange que je pouvais faire déjà à l'époque et tout. Je vais lui faire une toile. Et vu elle aimait bien grignoter des pommes Pink Lady, je lui ai fait une toile dans des tonalités de rose avec des vieilles bombes rouillées que j'ai retrouvées dans le garage de mes parents. Voilà. Et j'ai intitulé cette toile Pink Lady et qu'on a gardée encore à la maison. Et quand elle a vu la toile, elle m'a dit, mais qui a fait ça? C'est énorme, j'adore. Mais c'est toi, mais attends, c'est fou. Pourquoi tu m'en ferais pas 5 ou 6 et je vais aller te démarcher auprès des galeries. Incroyable. Alors, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, bah, elle est folle, et puis de Elle est toute amoureuse, façon. quoi. Ouais, amoureuse et folle, parce que à ce moment-là, donc là, on est en, je pense, fin 2011, début 2012, quelque chose comme ça. Moi, alors, les galeries, les œuvres enfin, notamment que je lui avais faites, je me suis dit, mais ça ne marchera jamais. C'est impossible. Le graffiti est mort depuis bien longtemps. Pour moi, le graffiti, c'était une histoire ancienne. C'était ce que je voyais dans les rues de Paris ou de New York, des lettrages, voilà. Et j'étais bien loin de m'imaginer que le game avait continué et s'était émancipé.
émancipé des codes, de pas mal de choses. Et t'es rentré dans la pop culture aussi. Oui, parce que déjà à l'époque, en 90-91, quand j'étais en cours d'art plastique avec cette fameuse Claudie Lax, en fait, je lui montrais les photos de nos graphes qu'on faisait de manière illégale dans la rue. Je lui montrais, on était tout fiers de lui montrer ça. Et quand elle voyait les photos, elle disait « Oui, c'est bien les gars, vous mettez vos blazes en gros dans la rue, c'est bien, c'est bon. Mais vous allez pas au-delà. » Elle dit « Regarde ce graphe, t'as fait un graphe sur la ligne B du RER. Mais est-ce que tu t'es intéressé au mur sur lequel tu l'as fait? Il y a eu de la vie avant toi. Vous n'êtes pas tout seul, les gars. Il y a eu d'autres gens avant vous. Regarde sur ce mur, il y a des vieux carrelages, il y a des vieilles affiches, il y a plein de choses intéressantes. Et tout ça, tu le laisses et tu t'en fous. Tu ne t'y intéresses même pas. » Et là, je me suis dit, mais attends, ce qu'elle me dit, c'est de la vie, c'est de l'âme, c'est de la pop culture. C'est quelque chose d'intense. C'est quelque chose qui va finalement au-delà de nos simples graffitis. Il faut que je mélange tout ça. Et j'ai commencé à l'époque donc à faire des graphes et à les mélanger avec des vieilles publicités, à commencer des petits collages sur des feuilles de papier, sur après des œuvres que je pouvais lui présenter aussi au sein des cours. Et là, elle s'est décidée de me présenter au concours général d'art plastique. Et j'avais fini, je me rappelle, premier à l'époque, donc c'était vraiment génial. Elle avait cru en moi et à cette énergie que je pouvais amener dans les travaux que je lui présentais. Donc ça, c'était vraiment un moment qui m'a donné confiance. Et donc, vu que tu parlais de pop culture, c'est pour ça que je me suis permis de rebondir là-dessus, parce que vraiment, c'est une femme importante dans ma vie, et c'est finalement aujourd'hui, et c'est que des femmes qui ont fait qui je suis aujourd'hui. Ça a été ma mère parce qu'elle m'a mis en A3 art plastique. Ça a été Claudie Lax parce que ça a été une révélation pour moi. Qui t'a tiré vers le haut. Ça a été Amélie. Pour ce qu'elle s'est dit, elle m'a fait un croche-pied, vraiment, elle m'a fait un gros croche-pied en me disant voilà, tu vas aller par là. Et puis elle t'a secoué aussi en te disant réveille-toi, la vie c'est aujourd'hui et c'est maintenant. Ouais, je pense que je sombrais. Vraiment. C'est pour ça que je te disais que j'étais ému de parler de ça, mais je pense que j'étais en train de sombrer et je me suis dit, bon, bah, je vais reprendre je vais prendre un travail normal. Alors, je vais pas te parler de tous les boulots un peu que j'ai pu faire, etc. Mais je me suis dit à ce moment-là, je vais prendre un job normal et puis je vais avoir une vie normale pour gagner ma vie et puis pour qu'on puisse vivre ensemble et puis pour être respecté, notamment par sa famille aussi, parce qu'il y a l'œil aussi il y a le regard des autres et de la famille et des amis, et je me dis, mais je peux pas être entre guillemets, un paria dans le monde de l'art et puis ne plus exister. Donc, t'étais en train d'éteindre petit à petit la flamme de ta lampe à gaz. Ah, mais c'est une très belle image. C'est, bah, je peux pas mieux dire que ce que tu viens de dire. C'était ça. Et donc, ces 5 œuvres que tu fais commander par Amélie, qui te dit allez, j'adore, vas-y. Tu les fais sans trop savoir où tu vas, mais j'imagine que tu reprends plaisir peut-être à recréer quelque chose, non? Ah oui, alors là, oui, et là je prends vraiment beaucoup des sensations aussi. Ah oui, parce que là je ressors les bombes de peinture, et le moment difficile, ça a été de revendre tout mon matériel de musique. Donc j'ai récupéré un peu mes parts que j'avais au sein du studio, etc. Le matos que j'avais, et je revends les guitares avec lesquelles j'avais fait mes concerts, quoi. J'avais envie de pleurer. Une guitare qui était en plus super perso, que j'avais réglée pour moi. Je vois, elles se vendent et tout. Je fais, enfin vraiment, ouais, c'est un deuil, comme tu disais tout à l'heure, de voir tout ça partir. Et je crois que j'arrive mais c'est une petite somme, hein. On parle de 1000 peut-être 1500 € avec la gratte, un peu de pédale d'effet, 2-3 trucs que je brade un peu. Et là, donc, grâce à Amélie, je m'achète des toiles, quelques bombes de peinture, un peu de matos, quoi, pas grand-chose. Et je fais les fameuses toiles pour elle. Vraiment, je les fais avec le cœur et tout. Et elle va démarcher une galerie qui s'appelait Galerie Onega, donc quai des Grands Augustins. Donc là, une galerie où il y a tous les premiers, les pionniers new-yorkais. Donc je me retrouve aux côtés de Crash, de John Wann, de Quick, de Dondi White. Donc on te prend. Donc des légendes. Je me retrouve à côté vraiment de légendes. Wow. Donc là, elle arrive à plugger l'étoile dans cette galerie.
Mais je me dis, mais attends, mais c'est quoi? Mais ils ont continué, ces mecs-là? C'est tous les gars dont je te parlais tout à l'heure dans les livres Subway Art et Spoken Art, et ils doivent être aussi dans celui que tu m'as cité tout à l'heure. Tous ces gars-là sont là, enfin leurs œuvres. Et je me dis, mais attends, mais c'est pas possible. Mais fais une photo, c'est pas possible. Mon œuvre est à côté de John Wan, c'est dingue. Moi, petit, c'est des gars enfin, c'était mes idoles. Donc, je me retrouve, grâce à Amélie, dans le game comme ça. C'est vraiment beau et symbolique parce que tu as dû dire au revoir pour quelques centaines d'euros à des guitares qui t'ont suivi durant tellement de moments importants de ta vie. Donc, il y a un lien qui est beaucoup plus important que le lien matériel. Tu dois vraiment te dépouiller de tout pour te donner les moyens de vivre cette seconde vie. Et je trouve que c'est vraiment beau l'énergie que tu mets dans tout ça. Bah, c'est gentil. C'est gentil de me dire ça. Ouais, c'est ça. C'était vraiment rebondir, quoi. Mais vraiment, je le dis mais je suis complètement à l'aise avec ça. J'ai pas rebondi tout seul. Et je pense que tout seul, je n'aurais pas pu rebondir. C'est difficile à dire, mais faut l'accepter. Faut pas en avoir honte. Et ensuite, donc je disais, c'est que des femmes qui ont façonné qui je suis aujourd'hui. Il y a un festival qui s'appelle Rue des Arts à Aulnay-sous-Bois. Je me retrouve dans ce festival grâce à un ami qui s'appelle Alex Galosi, qui est photographe. Donc voilà, on t'en a parlé hors micro, qui fait voilà des très belles photos et qui me présente à cette femme. Et elle, pour le festival Rue des Arts, la première édition, elle se dit bah tiens Joe, si tu veux mettre tes œuvres, moi j'avais pas refait de murs, de grands murs jusque-là. J'avais juste fait des œuvres sur toile, sur papier qu'Amélie a présenté. Et là, elle me propose d'exposer. Donc j'expose mes œuvres et elle me dit bah écoute, si tu veux l'année suivante, tu pourras faire un grand mur. Et là, je me retrouve à faire un mur avec Kanos, qui est un artiste qui est un peu une légende du graffiti et qui dit à moi le mur, je veux le faire avec Joe. J'adore ce qu'il fait, j'adore son énergie. Je veux le faire avec lui. Et je me dis mais c'est pas c'est une blague, enfin c'est une connerie qu'elle me raconte, c'est pas vrai. Et non, je me retrouve à faire donc un mur avec lui de 50 mètres de long sur 5-6 mètres de haut, donc un mur vraiment fat pour le festival. Et en fait, ce que je dis souvent, c'est que à l'époque, quand j'étais jeune, dans le graffiti, on faisait souvent des murs pour essayer de se retrouver en galerie. Mais là, ça a été le chemin inverse. Amélie m'a mis en galerie pour ensuite qu'on m'appelle pour faire des murs. Donc ça a été voilà une autre boucle, une autre manière de procéder. Et ça a fonctionné comme ça. Et depuis, on m'appelle pour les deux, quoi, pour des murs et des toiles. Et tu te sens comment en ce moment? Alors, tu as sorti ton livre, Joe Dibona, Pop Graffiti. C'est quoi ton état, ton mood actuel? Alors, le mood actuel, c'est que il y a énormément de projets. Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Amélie comme agent. Donc, elle est un peu au bout de sa vie parce qu'elle joue à Tetris avec l'agenda. Donc, on a énormément de projets dans tous les sens. Et j'essaye juste d'être dans le kiff et de pas réfléchir. Parce que si je réfléchis trop, j'ai la boule au ventre. Je me réveille le matin avec... Alors, c'est bizarre. J'ai jamais ressenti ça. J'ai jamais, comme je te disais, j'ai jamais été studieux, j'ai jamais eu la boule au ventre, j'ai pas eu le bac, tu vois, ça c'est aussi un échec dont on n'a pas parlé, mais j'ai pas eu la boule au ventre avant d'aller au bac. Tu vois, je faisais tout de manière inconsciente, j'y ai été avec une bouteille de vodka, des Guinness pour les potes, et puis on a fait un feu dans la cour le jour du bac, tu vois, c'était n'importe quoi. Et maintenant que je me retrouve dans le monde de l'art urbain, du graffiti, etc., j'ai la boule au ventre le matin quand je me lève en me disant qu'est-ce que j'ai à faire, Amélie, où j'en suis, comment on peut faire, comment t'as organisé, parce que là en ce moment elle organise au jour le jour. Voilà, les to-do, c'est des to-do quotidiennes. Donc je me sens un peu quand même malgré tout stressé, mais heureux. Heureux de ce qu'on a la chance de vivre parce qu'on rencontre des gens extraordinaires. On parlait de Mosiman tout à l'heure, mais voilà, on a Aujourd'hui, rencontré. Vous êtes très amis, c'est quand même magnifique cette boucle qui est bouclée depuis l'époque MySpace. Bah exactement. Et puis je suis face à toi aujourd'hui devant ce micro grâce à lui. On échange beaucoup et puis on parle beaucoup justement d'art, d'introspection, de toutes ces choses-là. Et puis
à son anniversaire, je me rappelle plus quand, mais on s'est retrouvé avec lui, Maud, son agent, Barbara Pravi, Big Flo Oli. Et Oli, qui est un passionné d'art, m'a dit tiens, ça serait intéressant que tu essayes du noir et blanc. Et là, moi, je l'ai gardé dans mon cœur, cette phrase, parce que je me suis dit, c'est quand même un peu un génie. Et là, dans peu de temps, là, on fait l'Urban Art Fair, qui est un des plus gros salons d'art urbain, et toutes mes œuvres sont monochromes. Ah là là. Donc, tu vois, c'est aussi, les choses amènent d'autres choses. Et c'est vrai avec Amélie, on regarde beaucoup les signes que la vie nous donne, et il faut savoir les prendre et les voir. Donc, j'en suis à cette étape-là aujourd'hui où être artiste, c'est vrai que ton émission traite de l'échec. Il faut pas voir l'échec comme un fardeau, mais comme une porte. C'est vraiment, de toute façon, à partir du moment où on se dit qu'on va faire ça, qu'on n'a pas le choix, je dis souvent, c'est un peu comme sauter en parachute sans parachute. Ça veut dire que tu y vas et l'instinct, forcément, va te guider, va te parler, mais je sais pas comment expliquer ça. C'est très compliqué. En même temps, c'est très compliqué. Et en même temps très très limpide pour moi. Mais c'est vrai qu'à transmettre ça, c'est pas évident. Non, ça se ressent vraiment, et surtout dans ton parcours et dans tout ce que tu racontes. Donc, au contraire, c'est plutôt du côté limpide. ouais, non, bien sûr, mais c'est vrai que j'ai vraiment la foi aussi. Et je pense qu'il y a aussi une forme de foi qui me guide dans les choses. Je pense qu'aujourd'hui, Amélie fait partie de ma vie, je fais partie de la sienne, que c'est pas du tout un hasard. Je crois absolument pas au hasard. Et je crois en l'écriture de la vie. Et je pense que même si ça paraît limpide, je pense que j'écris ma vie. Et je l'écris pas seul, parce que j'en suis pas capable. Oui, je comprends bien. Cette période très difficile que tu as vécue, la fin de ton groupe et ce moment un peu sombre et un peu de dépression que tu as vécu, ça a été ultra nécessaire aujourd'hui avec le recul. Je pense que quand t'es artiste, t'as absolument pas le choix de vivre ces choses-là. Je pense qu'être artiste, il y a une forme de mélancolie. T'es obligé de l'avoir dans ton ventre. Et la mélancolie, l'étymologie du mot, c'est un état proche de la mort. Alors je dis pas qu'il faut être complètement comme Baudelaire ou comme Rimbaud ou être complet, mais malgré tout, c'est des gens qui m'ont énormément influencé. Je pense par exemple à La vie de Van Gogh, qui a été écrit par François Péruchot, qui est un livre remarquable qui a aussi façonné ma vie. C'est-à-dire que c'est aussi dans le sombre qu'on peut aller chercher la lumière. Tu vas pas chercher la lumière dans la lumière, elle est déjà la lumière. Et je pense que si on arrive à maîtriser le sombre, la mélancolie, on peut aller chercher une belle lumière, une lumière révélatrice, une lumière bienveillante et une lumière qui nous enveloppe et qui nous emmène quelque part. Mais il faut savoir la voir, il faut savoir lire aussi les choses et les signes que la vie nous donne ponctuellement. Et je pense que c'est un signe aussi, les choses que tu m'as dites aujourd'hui. Par exemple, ce que tu m'as dit là face à ce micro, c'est des choses qui vont m'influencer dans mon travail. Oh, je suis trop contente. Mais que tu le veuilles ou pas, par contre. Oh, tu vois? Non, vraiment, c'est très sincère. Tu vois, comme je te parlais de Oli tout à l'heure qui m'a donné un tips, mais ce tips-là, il était magique. Parce que là, pour moi, je suis connu pour faire des œuvres ultra pop, ultra colorées, etc. Et là, j'ai fait des œuvres plus art contemporain. Donc, grâce à lui. Même si lui, il m'a peut-être dit la phrase comme ça, il l'a oublié. Et tu lui as dit ça? Non, mais je pense que je lui dirai à l'occasion. Ouais. Il faut. Pour partager aussi. Bien sûr. Ouais, cette phrase de fin était tellement belle sur ce que tu dis sur la lumière que j'ai envie de m'arrêter là. Je trouve que on a besoin tous de méditer ce que tu viens de dire. C'était super intéressant. J'ai adoré suivre ton parcours parce que tu es le premier street artiste que je reçois et je trouve que c'est passionnant parce que tu découvres tellement des mondes différents et je sais pas, il y a de la magie à entendre tout ça et tu peux être fier de ton parcours et on remercie vraiment Amélie qui qui est en train de nous filmer. Le timing est parfait. Merci Amélie. Qui est pas
une bête de meuf, en fait, j'ai envie de te dire. Slay. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on te souhaite là pour cette année? D'avoir le don d'ubiquité et des semaines à Facile. 9-10 jours, Ok, si c'est bah possible. c'est réglé en fait. Ça peut se faire, ça. J'appelle quelqu'un, il a une barbe, il est vieux et il sait tout. Merci beaucoup. Bah, merci pour ta gentillesse, Paulette, et pour tes mots. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram @Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule, ou sur Facebook, La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.